Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une vidéo qui sera exceptionnellement en voix off tout du long. Pour des raisons techniques, retour sur les épisodes 2 et 3 de Watchmen, une série qui prouve davantage chaque semaine sa qualité d'écriture et ses multiples niveaux d'interprétation. Je reviens d'abord sur les pluies de calamars que certains ne comprennent pas, puisqu'ils ont uniquement vu le film et pas lu les comics. Je vous recommande à nouveau de lire le comics Watchmen, qui est un grand choc, un classique, une œuvre majeure du genre, voilà, lisez-le. Mais pour répondre à la question des calamars, aussi bien les pluies des petits spécimens que l'œil géant qu'on peut apercevoir dans le pod d'interrogatoire, je dois spoiler la fin du comics, et c'est donc parti dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Le plan initial d'Adrian Veidt, alias Ozymandias, consiste à faire apparaître et s'écraser sur New York une créature qui est supposée être d'origine extraterrestre et qui a plus ou moins l'apparence d'une pieuvre géante aux immenses pouvoirs psychiques. Et même si la chute elle-même de la pieuvre géante a tué du monde, c'est surtout l'onde psychique de la créature mourante qui est à l'origine de 3 millions de morts. La réaction mondiale est telle que la guerre froide prend fin et que la menace imminente d'holocauste nucléaire est écartée. Dans la série, les pluies de calamars restent un sujet de discussion et certains doutent de leur authenticité. Elles sont là de toute évidence pour continuer de faire croire à la population que la menace perdure. Toutefois, on ignore qui se charge de les organiser puisque Adrian Veidt semble occupé ailleurs. Mais qui sont les meilleurs candidats pour s'occuper de ces pluies de calamars? Eh bien, d'un côté, on a bien sûr le gouvernement, qui aurait potentiellement découvert la vérité sur les agissements d'Adrian Veidt à l'époque, peut-être sur la base des accusations du journal de Rorschach, diffusé par le journal The New Frontiersman, ou encore d'un autre côté, Lady Trieux, la milliardaire qui a racheté l'entreprise de Veidt, comme expliqué dans un rapport de Dale Pitti, sur le site compagnon de la série, le Pittipedia, et Trieux, ce serait celle qui emploie cette jeune fille qui vient chercher tous les journaux. De toute évidence, cette Lady Trieux doit être originaire du Vietnam, qui est devenu un État des États-Unis suite à la victoire militaire obtenue grâce au pouvoir du Dr Manhattan dans la guerre États-Unis-Vietnam. D'ailleurs, le nom Trieux fait référence à un personnage historique qu'on peut grossièrement résumer comme la Jeanne d'Arc vietnamienne. Et de toute façon, le Vietnam aura forcément un rôle dans la suite des événements de la série, puisque Angela elle-même expliquait y avoir vécu dans le cours de cuisine vietnamienne du premier épisode. Le début de l'épisode 2 revient à la Première Guerre mondiale, quand les États-Unis combattaient l'Allemagne et la Triple Alliance. Le prospectus de propagande est d'une totale exactitude historique, alors que l'Allemagne cherchait à diviser les rangs américains en proposant aux soldats afro-américains de les rejoindre pour échapper au statut de citoyen de seconde zone qui était le leur aux États-Unis. On remarque au passage que la jeune secrétaire allemande a le même nom de famille que Rolf Müller, l'homme fort de cirque qui a été présenté dans le livre Under the Hood, écrit par le premier hibou, comme étant l'identité véritable de Hooded Justice. Elle pourrait être sa mère par exemple. Et puisqu'on en parle, revenons justement à ce cas évoqué par la série dans la série, American Hero Story. Dans cette version, le cadavre de Rolf Müller n'est qu'une diversion pour faire cesser les recherches sur Hooded Justice, le premier justicier masqué des États-Unis de l'ère moderne. Et on remarque qu'il manque à ce cadavre une chaussure, tout comme il en manque une à celui du chef de police Judd Crawford. Pour le moment, je pense que cela signifie que ces deux cadavres sont des boucs émissaires et que Judd Crawford n'était pas plus un membre du Ku Klux Klan que Rolf Müller n'était Hooded Justice, même s'ils pouvaient chacun avoir d'autres choses à se reprocher. Une des clés susceptibles de relier les deux affaires et la vérité derrière n'est autre que Will Reeves, le grand-père d'Angela, interprété par un Louis Gossett Jr. totalement excellent. Le nom de famille que Will s'est choisi est un alias et il vient évidemment de Bass Reeves, dont je vous racontais brièvement l'histoire dans la vidéo consacrée au premier épisode. On remarque qu'il est capable de boire du café brûlant ou encore de saisir un œuf dans de l'eau bouillante et de le manger directement. Il peut aussi se libérer d'une paire de menottes. Clairement, Will n'est pas un centenaire ordinaire et il a des amis haut placés. Certains pensent qu'il serait Hooded Justice à cause de la couleur rouge et de la corde de pendaison. Ceci étant dit, Will a tout de l'ancien super-héros et j'ai hâte d'en apprendre davantage à son sujet. Au passage, un petit clin d'œil à Mothman, l'homme mythe, un autre ancien justicier avec les chasseurs d'images volants et leurs machines ridicules. Le flashback sur la nuit blanche alors qu'Angela serre le corps de Judd contre elle parvient à nous en dire plus sur l'attaque coordonnée de la 7e cavalerie cette nuit de Noël 3 ans auparavant, tout en nous laissant avec de nouvelles questions. Les enfants adoptés par Cal et Angela sont donc ceux de son ancien coéquipier qui s'était fait tuer cette nuit-là, et leur grand-père est apparemment plus intéressé par l'argent que par ses petits-enfants. On comprend le lien fort qui unissait Judd et Angela, mais comment Angela et Cal ont-ils survécu à l'attaque et par qui la 7e cavalerie avait-elle obtenu les adresses de tous les policiers? Mystère. Angela est ensuite confrontée à ses propres démons quand elle rechigne à participer à une opération coup de poing contre la Nixonville de Tulsa, alors qu'elle ne se privait pas dans le premier épisode de passer à tabac un témoin en dehors de toute forme de légalité.
Ce qu'elle assume donc de faire elle-même contre un homme dont elle est convaincue de la culpabilité, elle n'assume pas de le voir faire par tous ses collègues policiers contre une bande dans laquelle il y a forcément des innocents. On retrouve dans cette opération et ses suites montrées dans l'épisode 3 toute l'intelligence de la série qui nous montre ce que risque de devenir une force de police masquée, et cela même au service d'un État qui se veut progressiste. On assiste à une forme de violence autoritaire dirigée contre une population souvent associée avec des idées justement violentes et autoritaires. Là où le comics fidèle à son époque nous montrait les dangers d'une pensée républicaine poussée à l'extrême, la série, elle, nous met en garde contre une forme d'extrémisme démocrate. Et comme le demandait justement le prospectus allemand de la Première Guerre mondiale, qu'est-ce donc que la démocratie quand tout le monde ne bénéficie pas des mêmes droits fondamentaux? Toutefois, attention, il y a des subtilités. La série ne se prononce pas pour autant contre les Redfordation, du nom du président Redford, dont Angela bénéficie par exemple. Dans son cas, il s'agit d'une exemption de taxes à vie pour compenser les préjudices subis par ses ancêtres lors du massacre de Tulsa. Ensuite, quand Angela annonce à son fils adoptif Topher la mort de son oncle Judd, on remarque que Topher joue avec des Magna Athens Blocks et le manoir qu'il construit ressemble beaucoup à celui du demi-dieu bleu sur Mars et à celui où semble résider Adrian Veidt. Le discours d'Angela, qui explique que le monde n'est pas aux couleurs de l'arc-en-ciel mais plutôt en noir et blanc, permet à nouveau de dresser un parallèle entre elle, Angela et Rorschach, puisqu'ils ont en commun cette vision très binaire. La différence, en revanche, c'est qu'Angela me semble capable d'évoluer alors que Kovacs était trop profondément ancré dans ses certitudes au point d'en arriver à une forme de trouble de l'identité. Alors oui, c'est vrai, Angela se cache elle aussi derrière un masque, celui de Sister Night, mais on peut espérer que sa rencontre avec Laurie Blake pourrait lui permettre de comprendre les limites d'un tel comportement. Quoi qu'il en soit, tout le monde semble regarder American Hero Story, une émission précédée d'innombrables mises en garde qui se moquent de façon très drôle des tendances actuelles de prise en compte exagérée des sensibilités de toutes sortes de telle ou telle communauté, plutôt que de faire confiance à la responsabilité individuelle et au bon sens collectif face à toute forme d'expression artistique, que ce soit de l'humour ou de la fiction. L'approche sensationnaliste et sanglante du Hooded Justice peut aussi rappeler l'esthétisation de la violence si chère à Zack Snyder, à qui on doit évidemment le film Watchmen de 2009. Plus tard, chez les Crawford, les liens entre Jane, la veuve de Judd, et le sénateur King Jr. me font un peu froid dans le dos. On remarque qu'Angela est la seule personne noire dans la pièce, et la découverte, avec les lunettes qui font très Night Owl un peu plus tard, laisse supposer que le clan, comme dans Ku Klux Klan, pourrait être plus implanté dans cette famille qu'on ne le croit. Je supposais qu'il s'agissait là d'un héritage du père de Judd, dont la photo est assez largement mise en évidence, et c'est justement ce que semble confirmer une lettre du sénateur King Sr. au père de Judd Crawford, une lettre qu'on trouve sur le site compagnon de la série Wikipedia. Le père de Crawford, ainsi que le père du sénateur King Jr., étaient donc de haut gradé du Ku Klux Klan. Quant au tableau, il renvoie au titre de l'épisode, les prouesses martiales de l'arc-en-manche de la cavalerie, si vous me pardonnez ma tentative de traduction, un tableau transmis entre hauts dignitaires du clan. Passons au sauvetage de Will par aimant volant, c'est non seulement amusant sur le coup, mais c'est aussi le début de la blague en deux temps de la brique qui ne retombera qu'en fin de 3e épisode. Concernant le décollage de la voiture, je ne pense pas du tout qu'il s'agisse là d'une intervention du Dr Manhattan, car ce dernier n'aurait pas besoin de recourir à un engin volant. Le gouvernement, ou encore Troll Industries, semblent être les deux réponses les plus probables. En revanche, pour ce qui est du retour brutal du véhicule en fin de 3e épisode, difficile à dire. Juste après sa chute, Laurie observe peut-être la planète Mars, brillante d'une lumière rouge, et éclate de rire. Alors s'agit-il d'un coup de main du Dr Manhattan? Et j'en viens maintenant à celui qu'on peut directement appeler Adrian Veidt, puisqu'il se présente lui-même ainsi dans l'épisode 3 et revêt même le costume d'Ozymandias. La tonalité très bizarre et folle de ces petites scénettes est totalement volontaire évidemment, et de mon point de vue extrêmement réussie. Le couple d'assistants clonés en plusieurs exemplaires ne sont pas des robots, mais bel et bien des créations génétiques a priori, à supposer que tout cela se déroule bien physiquement quelque part et pas uniquement dans l'esprit d'Adrian Veidt. L'obsession de Veidt pour l'incident à l'origine de la transformation de Jonathan Osterman en Dr Manhattan a forcément un sens pour la suite du scénario. Sachant qu'on le voit dans l'épisode 3 tenter de projeter un Mr Phillips, mais que le corps de ce dernier se retrouve congelé, on peut penser éventuellement à une prison dans l'espace ou encore sur Mars, où la température peut devenir particulièrement basse. S'il n'est pas retenu prisonnier quelque part, Adrian Veidt pourrait être éparpillé en particules exactement comme l'a été John Osterman avant de parvenir à se reconstituer une forme physique au bout de plusieurs mois d'efforts. Et du coup, ces scènes que nous découvrons à l'écran seraient une traduction visuelle plus ou moins cohérente que la conscience de Veidt tenterait de donner à ses efforts pour revenir à une forme de vie plus concrète.
Cette théorie trouvée sur Reddit est élégante, mais elle casserait de mon point de vue l'intérêt des clones traités de façon si inhumaine et détachée par ce génial cinglé d'Ozymandias. Qu'il s'agisse pour Veidt d'une prison physique ou mentale, on peut dire qu'Adrian semble se trouver dans une forme de purgatoire auquel il veut échapper, ce qui résonne avec l'histoire de Laurie Blake racontée dans l'une des cabines bleues fournies par l'entreprise de Lady Trieux. Dans la même veine, on remarque que le cimetière de Tulsa a étrangement été baptisé le Tartare, du nom d'une partie bien spécifique de l'enfer, où les titans et autres puissants criminels de la mythologie grecque étaient tourmentés et retenus prisonniers. Comme le laisse supposer ce drapeau pirate, on pourrait clairement dresser un parallèle entre ce que tente de faire Veidt et l'histoire du comics à l'intérieur du comics Watchmen, à savoir Black Fighter, dans laquelle un marin commet des horreurs et sombre dans la folie en tentant de rejoindre sa famille avant des pirates. Et c'est justement ce qu'essaie apparemment de faire Adrian Veidt, à savoir revenir sur Terre pour jouer au héros. Ce qui semble certain, c'est que rien n'est jamais vraiment terminé, car Veidt se souvient bien de cette phrase du Dr Manhattan, et il n'est pas du genre à laisser de côté ses délires mégalomaniaques et messianiques, quitte à vouloir de nouveau sauver l'humanité malgré elle. On n'est pas même sûr que les serviteurs soient le produit des expériences de Veidt lui-même, même si on sait qu'il maîtrise la génétique, puisqu'il avait créé son propre lynx de compagnie, Boubastis, dans les comics. En effet, dans son dernier échange avec Veidt dans le comics, le Dr Manhattan évoquait la possibilité pour lui d'essayer de recréer une forme de vie humaine. Quant à ce qui pourrait motiver le retour de Veidt, il pourrait s'agir par exemple de la production d'un champ de force intrinsèque par la Russie, évoqué par les journalistes dans leur interview du sénateur Keane. L'épisode 3 nous permet de suivre le point de vue de Laurie Blake, qui était auparavant la seconde Silk Spectre, spectre soyeux, même si elle a ensuite choisi de poursuivre sa carrière de justicière sous le pseudonyme de la comédienne, en un étrange hommage à son père, Edward Blake, le comédien. Laurie a clairement une vision bien plus cynique et désabusée du monde et des héros masqués que dans sa jeunesse. Elle travaille dans l'unité anti-justicier et elle est efficace et sans pitié. À la faveur de la visite du sénateur Keane Jr., on apprend que Dan Dreiberg, alias le Hibou 2, est toujours en prison alors qu'elle, Laurie, de toute évidence, a obtenu une forme d'accord. Peut-être a-t-elle justement accepté de parler de la machination d'Adrian Veidt en échange d'un pardon présidentiel. Quoi qu'il en soit, la vague promesse de faire libérer Dan Dreiberg semble suffire à convaincre Laurie de se lancer dans l'enquête. Et la série fait un superbe travail pour nous montrer comment des personnages tels que des justiciers seraient forcément devenus des modèles pour un artiste tel que Andy Warhol. Pourquoi le sénateur Keane veut-il spécifiquement que Laurie Blake s'occupe de l'affaire de Tulsa? On a peut-être un début de réponse avec la bombe humaine de la 7e cavalerie et la prise d'otage. Tout semble suggérer qu'il s'agit d'un coup monté pour booster la popularité et donc la campagne présidentielle de Keane Jr., mais c'est peut-être un peu trop simple ou en tout cas maladroit de sa part, nous verrons bien. Le personnage de Dale Petey est amusant à plus d'un titre, c'est à lui qu'on doit donc les documents dans le site compagnon de la série, le Peteypedia, et puis un jeune agent du FBI prénommé Dale, voilà qui fait forcément penser à Twin Peaks. Dave remarque à leur arrivée en avion l'impressionnant et inquiétant monument de True Industries en évoquant une citation qui pourrait être un pied de nez à la chute d'Ozymandias. Impossible de faire du teasing sur un tel endroit sans l'exploiter par la suite dans les prochains épisodes. La relation entre Dale et Laurie est assez amusante, entre fans qui se cachent derrière sa thèse et idole qui profite de son pouvoir pour une petite partie de jambes en l'air. Il faut dire que jouer au justicier avait déjà un effet sur la libido, aussi bien dans le comics que dans le film. Looking Glass est toujours aussi intriguant et l'échange avec Laurie est rafraîchissant quand elle résume le pod en un gros détecteur à racistes. Comme vous le voyez, la différence du drapeau américain est bien là, pour nous rappeler non seulement l'inclusion du Vietnam en État américain, mais aussi une vision différente du pays portée par l'administration Redford. Angela nous prouve à nouveau à quel point elle est badass et surtout capable de penser et d'agir vite en situation de stress extrême, amusant aussi que Jod Crawford protège ses troupes par-delà la mort. Le face-à-face Laurie-Angela nous montre d'un côté que Laurie a plusieurs coups d'avance, mais de l'autre qu'il en faudra plus pour ébranler le sang-froid d'Angela. Voilà un duo ou un duel prometteur. Une dernière remarque au sujet de la blague en 2 temps adressée à Jonathan Osterman, alias Dr Manhattan. La dernière phrase de Laurie, Good joke, everybody laugh, all on snare drum, curtains, correspond à une citation exacte du journal de Rorschach dans les comics. Retour dans le pays merveilleux d'Adrian Veidt avec ses efforts ingénieux pour quitter sa prison et peut-être vaincre par son intelligence celle du Dr Manhattan. Double référence à Alexandre le Grand avec le buste d'une part et le cheval de l'autre, puisqu'il est nommé Bucéphale exactement comme la monture du célèbre conquérant, l'une des rares figures historiques à trouver grâce aux yeux d'Adrian Veidt dans les comics. Et on remarque que le Game Warden, son adversaire, semble n'être qu'une version moustachue de Monsieur Phillips, avec un masque de Lone Ranger, référence multiple de la série qui se connecte à Bass Reeves comme je vous l'expliquais dans la première vidéo. Selon une autre théorie, les gâteaux d'anniversaire pourraient marquer chacun une année d'emprisonnement de Veidt, sachant qu'il est porté disparu depuis 2012, il y aurait donc 7 gâteaux avant de le voir échouer ou enfin débarquer au présent de la série. On passe d'un plan serré sur Veidt en costume d'Ozymandias à un autre sur Keane Jr. face à la presse,
peut-être pour souligner le parallèle entre deux hommes ambitieux et prêts à tout. Concernant le godemiché bleu, on peut déjà remarquer que le titre de l'épisode comprend le mot junk, qui désigne aussi en argot le sexe masculin. Avec le magazine dans la mallette, on comprend que Laurie fantasme sur l'époque de sa célébrité et souffre d'avoir été abandonnée par un homme devenu un dieu. Et cette couverture de magazine est aussi un ironique renvoi vers le comics, alors que Laurie reprochait à sa propre mère de ne pas assez contrôler l'image très sexualisée qu'elle renvoyait à l'époque du premier Spectre soyeux. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce en l'air, sinon je serai obligé de vous envoyer un énorme junk par la poste et ça risque de faire jaser dans le voisinage. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, avec par exemple la Croisée des Mondes. Allez, salut!